Le professeur M. Abdrani Bouayed, né en 1963 à Meknès, son parcours académique a commencé en obtenant un baccalauréat en sciences économiques au lycée Moulay Ismaïl de Meknès. Il a continué dans la même spécialité en ayant le diplôme de licence à l'université Sidi Mohamed Ben Abdillah à Fès. Ensuite, il est parti en France, plus précisément à l'université des sciences sociales de Toulouse pour obtenir un doctorat en sciences économiques avant de retourner au Maroc pour avoir un autre doctorat d'État à l'université Mohamed V de Rabat. Par rapport à son parcours pédagogique de recherche, 1994 constitue la date de son recrutement en tant qu'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès. Il a enseigné plusieurs matières comme les probabilités, l'environnement international du monde bancaire, les statistiques descriptives et inférentielles, la gouvernance et la dynamique du changement, les techniques du commerce international, la méthodologie de recherche, la régionalisation et l'attractivité du territoire et d'autres matières liées à plusieurs niveaux, licence, master et doctorat. Plusieurs établissements externes ont sollicité sa contribution en matière d'enseignement. Au niveau national, nous citons la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Suissi à Rabat, l'Académie royale militaire, l'École nationale supérieure d'arts et métiers et également au niveau international, l'Université des sciences sociales de Toulouse et la Faculté des sciences économiques de Pau en France. Ses responsabilités pédagogiques sont énormes. Actuellement et pendant 9 ans, il a occupé le poste de doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès depuis 2015. Avant, il a occupé le poste de vice-doyen de la même faculté pendant 11 ans et le poste du chef de département de 1997 à 2004. Il était aussi le directeur de l'École nationale de commerce et de gestion pendant 2 ans et responsable de la gestion du centre de recherche CEPED à l'Université de Toulouse en France et aussi membre de plusieurs commissions de recrutement des étudiants de master à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université du Sud Toulon-Var en France. Il est aussi le président de la commission académique issue du conseil de l'université. En matière d'activité de recherche, il est membre de plusieurs équipes de réalisation de projets de recherche dans plusieurs domaines, l'industrie aéronautique, politique publique de promotion des exportations, capital immatériel et développement territorial, implication coronavirus et emploi. Il est aussi l'auteur de plusieurs publications et productions scientifiques comme The Energy Transition in Morocco, Study of Economic Impact of Solar Pumping System, et aussi une réflexion sur le nouveau rôle de l'État après la pandémie sanitaire Covid-19. En matière d'expérience de développement de partenariat, il était membre du groupe de réflexion sur le marketing et la promotion du territoire du Grand Meknès. Il a aussi participé au développement de la coopération bilatérale avec des partenaires stratégiques à Gendouba en Tunisie, à Naples en Italie, à Toulouse en France et aussi en Belgique. Ses réalisations en faveur de son établissement ont été distinguées par principalement la création du centre d'études doctorales, le centre d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et aussi la création d'une filière de l'Agence nationale d'appui à la promotion de l'emploi et de compétences. Plusieurs événements scientifiques ont été organisés. Nous citons celui des Doctorales Meknès. 6 éditions ont été organisées en réunissant une centaine de doctorants du monde entier en présence de plusieurs intervenants, chercheurs et professionnels. En période de crise, celle de Covid-19, l'établissement a veillé à assurer la continuité des cours à distance grâce à son investissement préalable dans la digitalisation, la création des plateformes et des infrastructures comme la construction d'un studio dédié particulièrement à répondre aux besoins de la faculté en cette période critique. Sans oublier le souci du chef de l'établissement à instaurer un climat social visant à la fois l'augmentation de la productivité du corps professoral et administratif de la faculté et aussi la création d'un environnement ou des espaces verts et le développement de l'image de marque de la faculté. Il a participé aussi à l'élaboration et à la préparation des réformes de l'enseignement supérieur dans des périodes transitoires importantes.
Bonjour, aujourd'hui est un jour très particulier puisque je vais avoir la chance de mener une interview spéciale avec une personnalité incontournable. Il s'agit du professeur M. Abdelghani Bouayed. Après avoir présenté une revue de littérature de votre autobiographie, je rappelle que vous êtes professeur de l'enseignement supérieur et doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès à l'université Moulay Ismaïl de Meknès. À travers cette interview, ce n'est pas seulement l'avis d'un doyen de la faculté que nous sollicitons, mais aussi le jugement et l'avis d'un bon manager et d'un bon dirigeant. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous faire part de votre expérience dans le domaine. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer mes vifs remerciements, Madame Toukhi Fatem Sarah, des efforts déployés tout au long de ces années, depuis votre recrutement jusqu'à aujourd'hui au sein de votre établissement, que ce soit dans le domaine pédagogique, que ce soit dans le domaine de la recherche scientifique. Et je suis vraiment ravi que vous avez créé le site greeneco.ma. C'est une occasion pour vous exprimer davantage et pour apporter de l'aide, bien sûr, aux nos étudiants futurs, aux générations futures. Donc, un grand merci des efforts déployés tout au long de ces années au sein de votre établissement, la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Je suis vraiment rassuré, la relève, elle est là et on pense qu'il n'y aura aucun problème pour la continuité pour notre établissement parce qu'on a des vrais talents, des vraies compétences. D'après votre expérience, quelles sont les compétences et qualités nécessaires pour être un leader exceptionnel? Concernant votre question, les compétences et les qualités d'un leader exceptionnel. C'est vrai, en tant que doyen pendant plusieurs années, en tant que directeur aussi de l'École nationale de commerce et de gestion, le ECG de Meknès, pendant 2 années, j'ai quand même eu la chance de gérer des grands établissements. Et bien sûr, quels sont les secrets de réussite d'un bon leader, d'un bon manager? C'est d'abord, et je pense, l'écoute des autres partenaires. Ça, c'est très, très important. Il faut toujours écouter l'autre, il faut partager avec l'autre, il faut disposer d'une vision, une vision de développement. Comment peut-on prédire l'avenir? Comment réussir dans un établissement? Pour cela, il faut bien communiquer. Communication, il faut savoir communiquer, mais surtout convaincre l'autre partie, parce qu'on est en face donc d'autres partenaires et il faut bien sûr essayer de les convaincre. Il y a la question de confiance en soi, mais aussi la confiance des suiveurs, de l'équipe pédagogique. Ça aussi, c'est très important. Il y a la résilience, il y a aussi la capacité de déléguer. On ne peut pas tout faire tout seul. On devrait normalement partager, on devrait normalement déléguer. C'est pourquoi on devrait avoir une équipe de pilotage. Cette équipe de pilotage devrait normalement participer à l'application de la vision du manager. Sans oublier une bonne organisation du travail. Il faut avoir des objectifs qui sont clairs et que tout le monde doit les comprendre. Il faut une délégation des tâches, une gestion des conflits. Parce que lorsqu'on est responsable, lorsqu'on est un manager, on devrait normalement trancher, on devrait apporter des solutions. Et non pas poser de problèmes, mais devrait apporter des solutions. Il faut gérer les conflits. Donc, en résumé, les qualités d'un bon leader, c'est savoir déléguer, reconnaître les points forts des autres, opter toujours pour la transparence, pour réussir dans la vie professionnelle et pour, bien sûr, avoir la confiance des autres. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés et comment vous les avez surmontés? C'est vrai, en tant que manager, on est toujours confronté à pas mal de contraintes, de problèmes et on devrait apporter des solutions adéquates. Comment on peut le surmonter? Tout d'abord par une bonne communication. Il faut essayer par tous les moyens de convaincre les autres. Mais n'oublions pas la transparence dont j'ai déjà parlé. On est en face toujours du stress et on devrait gérer ce stress. Et il ne faut pas que ce stress
donc un impact sur le management de l'organisation. Il faut mener des évaluations. En tant que manager, il faut évaluer aujourd'hui quelles sont les bonnes compétences qui doivent normalement nous accompagner dans notre projet pour qu'on puisse le réussir. Il faut avoir une approche participative. Il faut partager avec les autres. Il ne faut pas qu'on soit les seuls qui décident. Non, on est là, on devrait partager, on devrait discuter. C'est très important. Et tout en essayant de convaincre nos partenaires. Il faut savoir déléguer. On ne peut pas tout faire, nous, tout seuls. On devrait normalement déléguer parce que l'expérience a toujours montré qu'avec les délégations, on peut apporter plus de réponses à pas mal de questions. Et ce qui est très important, je pense, pour un manager, le défi qu'il doit relever, c'est comment mener une dynamique du changement. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a pas mal de contraintes. Mondialisation, globalisation, crise. Et on devrait bien sûr mener des changements. Si je prends par exemple notre établissement, avec la digitalisation, on était obligé de confronter et de relever le défi de cette digitalisation. Et je pense qu'on est arrivé à cette solution avec l'aide de l'ensemble des parties prenantes. Et là, il faut mener des changements, il faut que les gens suivent des formations continues, il faut qu'ils s'impliquent et cela ne peut se faire qu'avec la motivation et on choisit les meilleures compétences. Sans oublier qu'il faut toujours essayer de maintenir la cohésion de l'équipe dirigeante, de l'équipe de pilotage, tout en insistant sur un climat de confiance. Comment abordez-vous et résolvez-vous les conflits au sein de votre établissement? Oui, lorsqu'on est manager, on est confronté, bien sûr, aux conflits. Lorsqu'on a des conflits, il faut les résoudre. Ce n'est pas toujours une tâche facile. Il faut d'abord comprendre le problème, être attentif. Il faut adopter une approche participative, participer l'ensemble des parties prenantes, les collègues, les vice-doyens, les secrétaires généraux, les chefs de département, les responsables de filière, sans oublier notre partenaire, le syndicat, qui devrait normalement donc participer à la gestion du conflit au sein de l'organisation. Il faut prendre les mesures qui s'imposent, ça c'est vrai, pour bien sûr gérer le conflit. Et bien sûr, parfois on devrait faire appel aux sages. Ce sont les ingrédients pour résoudre les conflits au sein de l'organisation. Il y aurait toujours des conflits, mais on devrait toujours penser à des solutions. Et donc notre objectif, c'est toujours de répondre aux attentes des autres. On sait très bien que lorsqu'on veut faire une omelette, on est obligé de casser des œufs. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais on devrait normalement, via la communication, essayer de convaincre l'ensemble des parties de gérer les conflits d'une manière optimale en faisant un appel à une approche participative et en essayant de résoudre le problème posé au sein de l'institution. Comment gérez-vous le changement et l'incertitude dans votre faculté? C'est vrai, on vit dans un monde où il y a de l'incertitude. C'est vrai, l'incertitude est omniprésente, l'aléa, le risque. Et on devrait gérer. Donc, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, on a une évolution, par exemple, de la technologie. Digitalisation, big data. Donc, que faut-il faire? Tout d'abord, il faut réviser le processus interne, répondre à une crise et, bien sûr, essayer d'apporter des réponses. Et ces réponses, ce sont des changements qu'on devrait normalement mener, qu'on devrait normalement partager avec l'équipe de pilotage dans un premier temps pour expliquer la stratégie, et ensuite en essayant de passer à l'ensemble des acteurs. D'abord, on devrait faire comprendre à l'équipe de pilotage, et ensuite, on devrait normalement essayer de partager avec l'ensemble, de convaincre l'ensemble de l'intérêt du changement, de notre implication de ce changement, parce qu'on sait très bien
que dans la vie courante, il y a toujours une réticence à un changement. Lorsqu'on a de nouvelles filières, par exemple, il y a toujours, donc lorsqu'on a des nouvelles filières, il y a toujours des réticences de la part des collègues. C'est tout à fait normal. Mais en essayant de les faire, donc, qu'ils participent, donc qu'ils comprennent l'intérêt de ce changement, l'intérêt de cette donc, nouvelle génération de filières. Donc on commence à partager et ils devraient normalement être des acteurs dans des propositions pour qu'on puisse, bien sûr, mener le changement. Donc on peut prendre plusieurs exemples au sein de notre institution. Digitalisation, par exemple, l'évolution de la technologie, donc la réforme de l'enseignement supérieur. Donc ce sont des changements qu'on devrait normalement effectuer. C'est vrai que dans un premier lieu, il y aurait toujours de la réticence, mais en essayant avec la communication, en essayant de convaincre l'autre avec la confiance donc des suiveurs, donc on peut y arriver à notre objectif et on peut mener le changement. C'est vrai qu'il y aurait toujours une partie réticence, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a toujours une réticence au changement, mais je pense que, en général, donc on ne peut réussir un changement que si on en a les ingrédients. Les ingrédients, c'est quoi? C'est tout d'abord une approche participative, c'est une bonne communication, c'est de bien écouter les autres, d'essayer de les convaincre et bien sûr, on pourra réussir notre changement parce que dans la vie, il y a toujours donc une dynamique du changement. Le monde évolue et on devrait s'adapter en permanence à l'ensemble des évolutions. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour en tant que leader et quel est le conseil, le meilleur conseil de leadership que vous n'ayez jamais reçu? Oui, la motivation en tant que leader, tout d'abord, il faut motiver les collaborateurs. C'est très important. Il faut les motiver, il faut les aider pour qu'ils puissent accompagner le leader dans sa mission. En tant que leader, on est là pour créer de la valeur, opter pour des changements. Mais cela ne peut se faire qu'avec le travail de l'équipe, le travail de l'ensemble, l'approche participative. Donc, la motivation devrait être omniprésente. La motivation, ce n'est pas toujours de l'argent. Parfois, juste la reconnaissance peut, bien sûr, motiver donc, les collaborateurs et l'ensemble des collègues. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres formes de motivation, la formation continue, les stages. On devrait toujours encourager, bien sûr, les autres. Il faut bien sûr qu'ils aient confiance envers le leader. Et bien sûr, il faut qu'il y ait de la motivation pour qu'on puisse réaliser notre objectif. Bon, on devrait résister au stress. C'est très, très important parce que le stress est omniprésent dans le management d'une organisation et on devrait, par tous les moyens, essayer de relever un tel défi, c'est celui de résister au stress. Le conseil qu'on ne m'a pas dit, par exemple, moi je pense qu'il y a à la tête de l'institution en tant que responsable, il faut bien sûr trouver un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Je pense que c'est là le véritable problème du responsable, c'est qu'on s'enfonce dans la vie professionnelle et on oublie parfois la vie familiale. Et ça se fait parfois, le succès, la réussite, c'est au détriment d'autre chose. Parfois, c'est la vie familiale. Il faut essayer de trouver un juste équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, parce que réussir dans la vie professionnelle, donc, ce n'est pas toujours une bonne chose si on n'arrive pas à réaliser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, vie familiale. C'est très, très, très important parce que
avec la responsabilité, on oublie beaucoup de choses et on reste à travailler du matin jusqu'au soir. Et là, ça se fait automatiquement au détriment d'autres choses. C'est la vie privée, c'est la vie familiale, bien sûr. Donc, l'équilibre vie professionnelle et personnelle, réaliser cet équilibre, ce n'est pas une chose facile, mais ça ne peut qu'avoir un aspect positif sur l'esprit, sur le mental du leader. Donc, si on arrive à faire cet équilibre-là, on peut réduire le stress et ça favorise la créativité et la prise de décision. Donc, je pense aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à un leader, c'est dès le départ, il doit prévoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, familiale, pourquoi pas. Donc, réaliser un tel équilibre, donc ça peut avoir des effets bénéfiques. Ça réduit le stress, ça favorise la créativité, ça favorise la dynamique du changement et on peut prendre les décisions optimales. Sur le leadership et la vision, quelle est votre vision pour l'avenir de votre faculté et comment voyez-vous votre rôle évoluer dans les prochaines années? Oui, pour l'instant, après 20 ans passés à l'administration, donc déjà 11 ans en tant que vice-doyen et 9 ans en tant que doyen, donc j'ai essayé donc, de moderniser cet établissement, de rendre cet établissement pilote au niveau national, qu'il soit une référence dans pas mal de domaines. Donc nous avons réalisé en grande partie notre objectif et notre ambition. Je suis vraiment rassuré parce que je sais très bien que pour la relève, il n'y aura aucun problème. Il y aurait une continuité dans le sens, le rayonnement de notre établissement, que ce soit au niveau local, régional, national et international. Et ce que j'espère toujours, c'est que notre établissement soit un modèle, soit un vecteur de développement de notre région, qu'il soit un acteur incontournable de notre région. Donc, pour moi, pour les perspectives, donc sincèrement, je dois prévoir une période de grâce et après, j'essaierai de voir dans quelle mesure je peux toujours continuer dans le domaine de la recherche scientifique, parce qu'avec l'administration, je pense que j'ai accompli mes tâches. Donc, espérons le grand Dieu que je mènerai donc une autre voie au niveau de l'expertise, au niveau de la recherche scientifique. Ça me permet d'ouvrir d'autres voies et d'autres chantiers pour l'avenir. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre grande expérience, particulière expérience, Monsieur le doyen et mon professeur aussi, Merci. Merci.